Mardi 20 août 2024, il est 19 h à Kinshasa et vous êtes sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le principal titre. L'épidémie de la variole de singe ne cesse de se propager en RDC. Plus de 15 000 cas recensés, dont 548 décès à ce jour. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, a annoncé au cours d'un point de presse tenu dans la soirée du lundi 19 août 2024 l'arrivée des vaccins en provenance de la Belgique et du Japon pour lutter contre la propagation du Mpox. Le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a visité ce mardi 20 août 2024 les installations du CEP Congo. Le gouvernement congolais veut augmenter le capital de services et entreprises congolaises pétrolières. C'était une occasion pour le patron du portefeuille de s'enquérir de la situation sur terrain afin de recenser l'ensemble des actifs immobiliers qui sont transférés à l'État congolais dans cette échéance. Une baleinière transportant près de 300 personnes a fait naufrage la nuit du dimanche 18 août au lundi 19 août 2024. Selon les autorités locales, la baleinière HB Jésus-Christ a heurté un tronc d'arbre et s'est complètement renversée en raison de la navigation nocturne. Le bilan provisoire fait état de 43 rescapés, dont 3 corps sans vie retrouvés et de nombreux disparus parmi les 300 passagers. Bonsoir, ouvrons ce journal par la situation sécuritaire. Agression rwandaise contre la RDC, Londres réitère son soutien au processus de paix de Luanda. C'est le message qu'a apporté l'émissaire du Royaume-Uni au chef de l'État Félix Tshisekedi. Le ministre d'État, ministre pour l'Afrique et des droits humains britannique, Lord Collins, a été reçu par le chef de l'État lundi à la Cité de l'Union africaine. Ils ont évoqué plusieurs accords, notamment la sécurisation des aéroports et quelques autres investissements. Rantaluyela. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a accordé une audience à la délégation britannique conduite par Ray Collins of Agbury, Lord Collins, ministre d'État, ministre pour l'Afrique du Royaume-Uni. L'émissaire britannique était porteur d'un message du nouveau gouvernement du Royaume-Uni que dirige le Premier ministre Keir Starmer du Parti travailliste. Reconnaître le progrès avec le cessez-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays, avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que ce n'est pas facile, mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. Selon la ministre d'État congolaise chargée des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, le chef de l'État et son hôte ont évoqué notamment les accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, quelques investissements dans le domaine stratégique comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation de matières premières en RDC. Un autre point important abordé au cours de ces échanges concerne le processus de paix de Luanda. À ce sujet, le ministre d'État britannique pour l'Afrique a affirmé que son pays est engagé à soutenir les processus de paix en RDC. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son Excellence Monsieur le Président de la République et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain de la République démocratique du Congo, notre plus grande richesse, et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation de ce capital humain afin que la prospérité, le développement durable puissent voir le jour en République démocratique du Congo. Agression rwandaise contre la RDC, Londres réitère son soutien pour la réussite du processus de Luanda.
Dans le même chapitre, et après avoir été reçu par le chef de l'État, le ministre britannique des Affaires étrangères a rencontré la première ministre Judith Suminwa. Ray Collins a annoncé que son pays veut également accompagner la RDC dans la transformation de ses produits issus de l'industrie extractive en vue de favoriser la création de plus d'emplois. À sa sortie de l'audience avec la première ministre, le ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique a fait l'économie de leurs entretiens. Suivez son propos. Le partenariat est basé sur la croissance économique parce que le nouveau gouvernement du Royaume-Uni est engagé à fournir ces différents services dans le contexte de la croissance économique. Et ça ne proviendra que du commerce. Et cette croissance-là est basée sur les échanges pour développer la situation ou le paysage économique en RDC. Je crois que cet accompagnement n'est pas seulement dans l'industrie extractive. On veut se rassurer que ce qui a été extrait est transformé parce que nous voulons qu'il y ait plus d'emplois en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup de potentiel ici en termes de la jeunesse. Donc c'est un aspect très important. Et j'étais lors de ma visite en Angola, j'ai vu le port et j'ai vu combien ce genre de développement a impacté sur le pays et cela apporte une valeur ajoutée. Donc cette valeur ajoutée va venir renforcer en fait l'économie et avoir plus de revenus au niveau national. Parlons santé. Dans ce journal, l'épidémie de la variole de singe appelée Mpox continue de se propager en RDC. Plus de 16 000 cas, dont 570 personnes décédées, sont déjà enregistrés. C'est le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale qui l'a dit au cours d'un point de presse sur la situation de cette épidémie au pays. Selon Roger Kamba, le vaccin constitue une partie de réponse à cette épidémie qui doit être accompagnée de l'observance des règles d'hygiène. Suivez. Avec environ 16 700 cas de la variole de singe enregistrés depuis le début de l'année, la RDC est l'épicentre de cette nouvelle épidémie qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé à déclencher récemment son plus haut degré d'alerte au niveau international. Cette épidémie qui a déjà coûté la vie à 548 personnes touche désormais toutes les provinces de la RDC. Une urgence de santé publique qui appelle à une mobilisation tout azimut. Devant les professionnels des médias, le ministre de la Santé a peint le tableau des défis énormes quant à la recrudescence actuelle de la variole de singe dans le pays, ainsi que la propagation d'une nouvelle souche sexuellement transmissible entre les humains. Donc la première transmission qui était la plus connue et la plus suivie, qu'on connaissait donc depuis toutes ces années, c'était la transmission animal-homme, qui était majoritaire, et de temps en temps, l'homme transmettait aussi à un autre homme. Mais il y a aussi donc la transmission homme-homme, selon l'ancienne version qu'on avait et qui continue, qui est la version de contact. Quelqu'un qui est malade, qui entre en contact avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire surtout les fluides corporels, peuvent effectivement contenir des virus, au point que le contact direct entre quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui ne l'est pas peut entraîner la contamination. Mais aussi le contact indirect, par exemple quelqu'un qui est malade, qui a des boutons et qui se couche dans un lit, et puis quelqu'un d'autre vient se coucher dans ce lit-là, eh bien, le virus peut le contaminer. Et la dernière transmission, c'est celle maintenant au travers de la voie sexuelle. Les enfants de moins de 15 ans sont les plus exposés et vulnérables à la déshydratation et à la dénutrition que peut entraîner l'épidémie, mais aussi aux surinfections bactériennes des pustules qui envahissent la peau et les muqueuses des malades. Comme lors des épidémies précédentes, la vaccination est incontournable dans la lutte contre le Mpox et le gouvernement congolais a déjà pris de contact avec les partenaires pour réceptionner les premières doses. Nous avons besoin d'à peu près 3 500 000 doses. Mais je peux vous assurer que grâce à la Belgique, on va avoir 215 000 doses. Vous voyez que c'est même pas le dixième. Et grâce au Japon, on devrait avoir, monsieur le DG, à peu près 3 millions de doses. Et les États-Unis sont encore en train de s'étater pour dire combien on envoie. Parce qu'ils ont besoin de ces vaccins eux-mêmes. Et donc nous, quand on va voir, et ces vaccins sont très chers. Je peux vous donner des chiffres pour que vous ayez une idée. On ne va pas les acheter parce qu'on va pouvoir les avoir, mais
3 millions de doses de vaccins, c'est 600 millions de dollars. 3 millions de doses de vaccins, c'est 600 millions de dollars. Vous comprenez que si on a ces vaccins-là, il faut les utiliser, il ne faut pas perdre une dose quelque part. Toutefois, Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, a précisé que le vaccin n'est qu'une partie de la réponse qui doit être accompagnée par l'observance des mesures d'hygiène. Premièrement, la consommation de viande de brousse doit être limitée aux animaux que l'on connaît très bien, qu'on l'a maîtrisé et bien préparé. Mais tout animal mort de l'humain, tout animal présentant des signes de maladie, le singe et les rongeurs, vraiment, faites attention, ne touchez pas à cela. Tout ce qui est drap, tout ce qui est serviette, tout ce qui est habits, ne portez pas les habits de quelqu'un qui est déjà malade. La province de l'Équateur, située au nord de la République démocratique du Congo, demeure la plus touchée avec plus de 5000 cas recensés. D'autres provinces telles que le Sud Kivu, le Sankuru, la Chopo ainsi que le nord et sud Ubangi connaissent également une propagation significative du virus. Autre chose à présent, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a effectué ce mardi 20 août 2024 une visite d'inspection aux installations de la pétrolière susnommée. Il était question pour Jean-Lucien Boussa de s'enquérir de l'état des lieux de cette société pétrolière qui doit revenir à 100% à l'État congolais d'ici le 30 décembre 2025. Regardez. À son arrivée, le patron du portefeuille a eu droit à une brève présentation de la CEP Congo, lui faite par son directeur général Kwame Joseph en tête de son comité de gestion. Après cette étape, le ministre a parcouru l'ensemble des installations, notamment les pipelines, les pontons, quais d'accostage et des chargements, ainsi que la station de contrôle technique des véhicules. Au terme de cette visite, Jean-Lucien Boussa a indiqué qu'il était important pour lui de s'enquérir de l'état des lieux de cette société pétrolière qui doit revenir à 100% à l'État congolais d'ici le 30 décembre 2025. Dans cette perspective, le ministre du portefeuille a institué une commission devant statuer sur différentes questions. Nous sommes venus visiter des installations stratégiques. Aussi bien CEP qui utilise les infrastructures et les équipements Finalog, que Finalog en tant que tel gère des installations très stratégiques pour les pays. Et comme l'a dit le DG de Finalog, peut-être beaucoup de monde ne se rendent pas compte de l'importance stratégique de ces installations. Vous avez les carburants qui vous arrivent par Angoango, qui est transporté jusqu'à Kinshasa, qui est stocké au niveau des CEP Congo. Et vous avez bien vu combien le carburant est très très important dans la vie économique et sociale de la nation. Mais il y a un enjeu derrière cela, c'est qu'au 31 décembre 2025, l'État qui est associé à 40% aujourd'hui va devenir propriétaire à 100%. Il faut donc venir se rendre compte de l'état de ces équipements pour savoir décliner le reste du processus. Et si l'État propriétaire reprend donc les 100%, comment nous comptons agir après? La réponse n'est pas donnée aujourd'hui. Mais nous allons assumer en toute responsabilité pour que ces équipements stratégiques, ces sociétés stratégiques puissent être au service de l'État. Pour le directeur général de la CEP, la visite du ministre est un motif de satisfaction pour lui et une occasion également de lui soumettre les difficultés de la société. Je voudrais d'abord commencer par remercier son Excellence, Monsieur le ministre, pour la visite dans nos installations. Ça ne nous arrive pas souvent. C'est un honneur pour nous. Merci, Excellence. Merci à vous aussi qui l'avez accompagné. Qu'est-ce que nous pourrions attendre de son Excellence? C'est tout simplement son soutien. Son soutien dans nos opérations parce que tout autant CEP que Finalog, nous avons ou nous gérons des actifs stratégiques pour le pays. Tout le monde ne le sait pas, mais si nous nous arrêtons, c'est le pays qui s'arrête. Et donc nous avons des besoins, nous avons des contraintes, nous avons des difficultés. On ne va pas les citer maintenant.
Mais je pense que dans d'autres forums, on pourrait approcher le ministre pour qu'il nous apporte son soutien. Comme je le disais tantôt, les bons de commande sont faits. Mais vous savez, hein, c'est tout un processus. Ce n'est pas toujours très simple parce que c'est du matériel qui arrive de l'extérieur. Et donc, c'est en bonne voie. De son côté, Baba Moussa Diallo, directeur général des Finalogues, le partenariat entre l'État congolais et la tierce partie est à encourager. Tout d'abord, je remercie son Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille et son équipe d'être présent ce matin pour une visite des installations de Finalogues qui sont opérées par la société CEP Congo. Il s'agit là d'actifs très très importants pour la nation, des actifs stratégiques qui permettent le transport de tous les produits pétroliers pour approvisionner tout l'ouest du pays et une partie du nord du pays. Qu'est-ce que nous attendons de Monsieur, Son Excellence le ministre? C'est de rester attentif à nos messages pour préserver ce bijou stratégique, pour continuer à rester, comme il l'a dit, auprès des opérateurs économiques, continuer à nous assister et comprendre que nous travaillons tous en bon partenariat public-privé dans l'intérêt de la République du Congo. Se rendant à l'évidence, Jean-Lucien Boussa a vu l'ampleur sur terrain et les défis qui doit relever la CEP Congo, entre autres le problème d'ordre financier, l'envahissement des différents sites de la CEP Congo par des constructions anarchiques. Il a par ailleurs promis de passer le message au gouvernement et ce, en termes de propositions pour des solutions éventuelles. Une descente qui vaut son pesant d'or. D'un ministère à un autre, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo Omoï, a présidé ce mardi 20 août 2024 une réunion cruciale avec les partenaires de son ministère. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs du forum réunissant les ministres en charge du genre et les organisations féminines de la société civile prévues dans 15 jours. Viningali Junior nous en dit plus. Donc moi, je veux que de ce forum, il sorte des choses concrètes, qu'on va aller présenter au ministre sectoriel. On va aller à la DGI, c'est DGI ou DGM? À la DGM, leur dire voilà les problèmes. On ira même peut-être personnellement jusqu'à Loufou ou à une autre frontière. Dire voilà, nous on vient voir, on vient avec la RTNC, filmer ce qui se passe à vos frontières. Parce que ce n'est pas normal. Les femmes subissent des violences terribles, du harcèlement, des ceci, des cela, hein, et j'en passe les meilleurs. Donc, moi, c'est ça que je veux qu'on ait comme fruit de ce forum, puisque chaque Congolais est membre d'une famille. Donc, si nous faisons bien notre travail, nous agirons dans toutes les maisons, dans toutes les portes que tu vas ouvrir, dans toutes les bassins, nous sommes là. J'attends la conclusion globale de tout ce qui doit se faire, avec les agendas détaillés, les intervenants, ceux qui seront ajoutés. Donc j'attends ça pour le ferai vendredi, moi pour lundi ou plus tard. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis d'Amérique, par l'intermédiaire de leur agence pour le développement international, ont annoncé une assistance humanitaire et sanitaire de près de 424 millions de dollars américains pour faire face du drame humanitaire en cours en RDC. 414 millions de ce montant seront alloués à l'assistance humanitaire pour soutenir les personnes ayant des besoins, allais-je dire, persistants en raison de conflits et de déplacements de ces populations. Viningali Junior nous revient encore. Spécifiquement le besoin, et c'est comme ça que... Selon l'Agence américaine pour le développement international USAID, la République démocratique du Congo compte actuellement 7,3 millions de personnes déplacées et 25,4 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Cette situation est aggravée par des taux élevés des violences basées sur le genre, des épidémies récurrentes, des catastrophes naturelles,
ainsi que par des conflits et insécurités persistants. À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, l'USAID a révélé qu'elle fournit une aide humanitaire d'urgence et des programmes de relèvement rapide, des réductions des risques et des résiliences en faveur de personnes touchées par les drames humanitaires en République démocratique du Congo. La chargée d'assistance humanitaire de l'USAID a révélé que la grande partie de l'aide humanitaire des États-Unis va dans la partie est du pays. Puis le 1er octobre 2023, nous avons obligé 820 millions de dollars pour les personnes en besoin en RDC à travers le Bureau d'assistance humanitaire. Donc ça appuie plus de 5 millions de personnes en besoin. Donc nous ciblons notre assistance en fonction de où il y a le besoin, la population la plus vulnérable, parmi les déplacés, les réfugiés et les communautés d'hôtes. Donc la grande partie de notre appui, c'est à l'est, dans les provinces de Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Tanganyika. Mais même hors de ça, nous avons beaucoup de programmes et financements multisectoriels dans Mai-Ndombe, Maniema, Nord et Sud Ubangi, Bas et Haut-Ouélé, et même des activités à Kasaï et Kasaï central qui sont des activités, disons, de long terme, sur 5 ans, pour renforcer la résilience dans le cas de l'agriculture, la santé et la nutrition. Les États-Unis, à en croire le porte-parole de l'ambassade américaine en RDC, sont attachés au retour de la paix dans la partie est de la RDC pour résoudre définitivement la question humanitaire. La situation sur terrain nécessite des interventions d'urgence, même en période de conflit, selon Grégory Porter. Travailler avec nos partenaires régionaux pour mettre fin à la guerre. Ça, c'est les raisons pour lesquelles on soutient maintenant le processus de Luanda et le nouveau cessez-le-feu qui a été annoncé par le président d'Angola. Nous restons nous engagés à travailler avec nos partenaires pour trouver une solution locale. Mais étant donné que ce processus n'est pas rapide, on continue à travers l'USAID et BHA, le bureau, de provision de l'aide humanitaire pour adresser les cas d'urgence. L'USAID et ses partenaires humanitaires rencontrent des difficultés dans l'acheminement de l'aide humanitaire. Parmi ces difficultés, le Bureau d'assistance humanitaire a déploré les lourdeurs administratives qui retardent de l'aide. Nous, on appuie aussi tout ce qui... Le gouverneur militaire du Nord Kivu, une province en proie à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, a rendu hommage aux humanitaires qui œuvrent dans la prise en charge de plusieurs déplacés des guerres qui vivent dans les camps de déplacés aménagés par leurs hébergements. C'était au cours de la cérémonie organisée à Goma, chef-lieu de la province, le lundi 19 août 2024, dans le cadre de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Suivez. C'est dans l'enceinte de la Haute École de Commerce, extension de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, que la célébration de la Journée internationale de l'aide humanitaire a eu lieu le lundi 19 août 2024. Dans un décor particulier, cette célébration était une occasion pour rendre hommage aux organisations humanitaires pour la prise en charge des millions de déplacés des guerres dans les sites d'hébergement appelés camps des déplacés. Dans son allocution, le gouverneur Peter Chirimwami a indiqué qu'actuellement, plus de 2 400 000 personnes vivent dans des camps de déplacés au Nord Kivu et qui ne vivent que grâce à l'aide humanitaire. Je saisis donc cette occasion pour unir ma voix à la vôtre afin de remercier la communauté humanitaire du Nord Kivu qui connaît actuellement une escalade humanitaire sans précédent, plaçant les populations civiles dans une précarité extrême. Nos sincères remerciements s'adressent également au sous-bureau d'OCHA Nord Kivu et toute la communauté humanitaire pour l'organisation de cette journée à Goma au profit du public de Goma et ses environs. Dans les soucis de cécité et alléger les souffrances des personnes affectées par les crises.
tout en rendant hommage à tous ceux qui se déploient dans les camps des déplacés de guerre pour leur redonner de l'espoir. Camille, représentant des ONG internationales au Nord Kivu, a reconnu que la situation humanitaire est alarmante dans cette partie de la RDC touchée par les guerres. C'est avec un mélange de consternation et de motivation que j'ai pu constater la gravité de la situation humanitaire ici. Ce week-end encore, pour la première fois, j'ai eu l'occasion de visiter les camps de déplacés où les ONG, les autres acteurs apportent de l'assistance. J'ai vu de mes propres yeux les conditions vraiment extrêmes dans lesquelles vivent ces populations et les efforts inlassables des humanitaires pour les soutenir. Vous avez les infirmières qui assistent les triages dans les cliniques de nutrition, les travailleurs qui s'occupent des infrastructures sanitaires dans des conditions vraiment difficiles. C'est tous ces efforts qui permettent, et bien au-delà de ça d'ailleurs, de sauver des vies chaque jour. La journée mondiale de l'aide humanitaire a été instituée depuis 2008 par l'Assemblée générale des Nations unies. La date du 19 août a été choisie en mémoire de l'attentat perpétré contre le Bureau des Nations unies à Bagdad en 2003, où 22 personnes humanitaires avaient perdu leur vie pendant qu'ils œuvraient pour sauver des vies. C'était un commentaire des Bijoux Lumuna, bien quittant Goma pour Maïndombe, où plus de 100 personnes disparues dans un naufrage d'une baleinière transportant, allais-je dire, près de 300 personnes. Selon les autorités locales, l'embarcation en provenance d'Oshwe et à destination de Nyoki a chaviré sur la rivière Lukeni. Lors d'un virage, elle a heurté des troncs d'arbres et s'est complètement renversée en raison de la navigation nocturne. Le détail dans cet élément. La province de Maïndombe est à nouveau touchée par un drame. Une baleinière transportant près de 300 personnes, selon les autorités locales, en provenance d'Oshwe et à destination de Nyoki, a chaviré sur la rivière Lukeni. D'après l'administrateur du territoire de Koutou, la baleinière HB Jésus-Christ, arrivée dimanche au village Tolo à 18h, a poursuivi sa route vers Nyoki alors qu'il faisait déjà nuit. C'est à 19h, après le village Majoko, que le drame s'est produit. Lors d'un virage, l'embarcation a heurté des troncs d'arbres et s'est complètement renversée en raison de la navigation nocturne. Selon Jacques Nzenzamongi, administrateur du territoire de Koutou, 5 corps sans vie ont été repêchés et plusieurs autres rescapés ont été retrouvés. Il annonce la poursuite des recherches pour retrouver les disparus. La société civile de Nyoki, quant à elle, rapporte un bilan provisoire de 43 rescapés, 3 corps sans vie retrouvés et de nombreux disparus parmi les 300 passagers. Il y a eu 43 rescapés et 3 corps sans vie, un homme et une femme. La baleinière a heurté des morceaux de bois sous l'eau avant de chavirer alors que la navigation nocturne n'est plus autorisée, a indiqué Fidel Lizorongo, président de la société civile de Nyoki. Le gouverneur de Maïndombe s'est dit consterné par la nouvelle de ce naufrage. Il exprime sa compassion aux familles endeuillées et annonce des mesures drastiques pour mettre fin au naufrage. Une enquête est en cours pour établir les responsabilités. Ce naufrage survient 2 mois après celui de juin dernier qui avait causé la disparition de plus de 80 personnes sur la rivière Kwa, également en raison de la navigation nocturne. L'actualité en dehors de nos frontières, le Soudan, déjà en proie en guerre civile et des inondations dévastatrices, fait face à une nouvelle crise sanitaire. Une épidémie de choléra a tué une vingtaine de personnes et en a infecté plus de 350 autres. Ces dernières semaines, selon les autorités sanitaires, suivaient. Le choléra, une maladie extrêmement contagieuse qui se transmet par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Sans traitement, elle peut entraîner une déshydratation sévère et être fatale en seulement quelques heures. Cette nouvelle épidémie a commencé dans la province de Kassala avant de se propager à 5 autres provinces. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS collabore actuellement avec les autorités soudanaises pour lancer une campagne de vaccination dans le but de freiner la propagation
propagation de la maladie. Cette épidémie s'ajoute aux nombreuses catastrophes qui frappent le Soudan, déjà plongé dans le chaos depuis avril dernier, lorsque les tensions entre l'armée et un groupe de paramilitaires ont dégénéré en conflit ouvert. Le choléra n'est pas une nouvelle menace pour le Soudan. En 2017, une épidémie similaire avait causé la mort de plus de 700 personnes en moins de 2 mois. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle le principal titre. L'épidémie de la variole de singe ne cesse de se propager en RDC. Plus de 15 000 cas recensés, dont 548 décès à ce jour. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, a annoncé au cours d'un point de presse tenu dans la soirée du lundi 19 août 2024 l'arrivée des vaccins en provenance de la Belgique et du Japon pour lutter contre la propagation du Mpox. Le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a visité ce mardi 20 août 2024 les installations du CEP Congo. Le gouvernement congolais veut augmenter le capital de services et entreprises congolaises pétrolières. C'était une occasion pour le patron du portefeuille de s'enquérir de la situation sur terrain afin de recenser l'ensemble des actifs immobiliers qui sont transférés à l'État congolais dans cette échéance. Une baleinière transportant près de 300 personnes a fait naufrage la nuit du dimanche 18 août au lundi 19 août 2024. Selon les autorités locales, la baleinière HB Jésus-Christ a heurté un tronc d'arbre et s'est complètement renversée en raison de la navigation nocturne. Le bilan provisoire fait état de 43 rescapés, dont 3 corps sans vie retrouvés et de nombreux disparus parmi les 300 passagers. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bon suite au programme sur Mondigo Télévision. Une pensée, un écrit.